Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Passe à Passe en chimie sur l'atomistique. C'est parti. Alors, il y a un autre épisode que j'ai fait pour éviter de surcharger cet épisode pour qu'il soit pas beaucoup trop long. C'est sur l'introduction, enfin pas l'introduction, les rappels sur l'atomistique. Alors, si vous êtes suffisamment familier et vous maîtrisez les notions d'atomes, d'électrons, de neutrons, de noyaux, de protons, d'isotones, d'isotopes et d'isobars, normalement cet épisode supplémentaire qui a été publié juste avant, vous en avez peut-être pas besoin. Si vous voulez l'écouter, allez-y, y a pas de souci. Et bon, jeudi, c'est un vocal sur les rappels en atomistique. Je vous rassure, vous n'avez rien raté au lycée ou au collège. On n'a pas parlé d'isotones ou d'isotopes ou d'isobars au lycée. Enfin, pas que je sache. Donc, c'est pas forcément que des rappels, c'est peut-être des rappels qui débordent un peu sur le cours. Donc, si vous voulez vous familiariser avec ces notions, soit vous écoutez tout le vocal d'avant sur le rappel en atomistique, soit vous allez vers la fin pour les notions isotopes, isotones et isobars. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le cours, on va dire plus niveau université, sur l'atomistique. On s'était laissé sur la structure de l'atome, un cortège d'électrons en mouvement qui gravitent autour d'un noyau constitué de protons et d'électrons. Pourquoi est-ce qu'on était en train de rappeler cette structure de l'atome? Parce que là on va commencer à parler des choses sérieuses, on va commencer à parler du cortège électronique. Le cortège électronique, donc, c'est cet ensemble d'électrons qui gravitent autour du noyau. Et donc la question maintenant à 1 000 000 €, c'est les électrons. Comment est-ce que les électrons gravitent? Quel est le modèle, quelle est la représentation des électrons qui gravitent autour du noyau? Bon, il y a tout un plan histoire, on peut voir d'abord le modèle de Bohr, le modèle de Einstein, le modèle d'Aristote, bon bref, il y a une grande frise chronologique qu'on va pas faire parce que flemme, en fait, faut être honnête, et surtout, bon, pourquoi s'amuser à regarder tout ce qui s'est passé avant quand on peut juste faire avance rapide sur ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait maintenant est la représentation la plus actuelle donc du cortège électronique qui gravite autour du noyau. Eh bien, c'est basé sur les travaux de Heisenberg. Et non, je ne parle pas de Walter White, je parle du vrai scientifique qui s'appelle Heisenberg. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Walter White s'est fait appeler Heisenberg. Je pense pas qu'il ait deviné le mot comme ça du chapeau. Bon, bref. Donc, Heisenberg, il a fait quoi? Il a beaucoup bossé quand même. Et il a théorisé sur le fait que les électrons étaient en mouvement. Bon, d'accord, jusqu'à présent, rien de délirant. Mais au fait, comme n'importe quel corps qui est en mouvement, quand vous êtes en mouvement, vous avez une localisation à l'instant T. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Et vous avez une vitesse. Donc quand vous, par exemple, vous amusez à retrouver des amis à, je sais pas, Châtelet-Léal, ou Place Bellecour, ou le Capitole, le Vieux-Port, ou peut-être en dehors de France d'ailleurs, de temps en temps, vous pouvez leur envoyer votre localisation sur WhatsApp, et puis vos potes s'amusent à regarder votre localisation. Pour les électrons, c'est un peu pareil. On peut s'amuser à regarder leur localisation. Mais comme ce sont des éléments en mouvement, il y a également leur vitesse. Et donc, je vous la fais courte parce qu'il y a plein d'équations dans la théorie d'Heisenberg. Flemme encore une fois de parler des équations parce que ça ne nous intéresse pas vraiment en chimie. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en tire de ces équations. Et au fait, en regardant ces équations, qui sont les équations de Schrödinger pour la petite histoire, on se rend compte que localisation de l'électron et vitesse de l'électron sont deux inconnus qu'on ne peut pas résoudre ensemble. Tan, 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 tan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir et où se trouve l'électron et à quelle vitesse il va. Il faut qu'on puisse se dire, écoute, soit je connais l'un, soit je connais l'autre, je ne pourrais pas trouver les deux en même temps. Et donc là, c'est le principe même de la physique quantique. On n'est plus en train de faire de la physique newtonienne ou de la physique classique, en gros la physique du lycée, en mode ah là là, j'ai jeté une pierre et la pierre a atterri, mais c'est trop bien. Où on est dans 3 dimensions de l'espace, x, y, z, et où tout se passe bien, où on est sûr de ce qui va se passer. On rentre en physique quantique, où il n'y a pas 3 dimensions de l'espace, il y a plutôt 3 nombres quantiques, on va voir ça juste après, n, l et m. Et on n'a pas vraiment cette notion de certitude, on est plutôt dans le bof. On est dans l'incertitude. Donc, quand on va revenir sur cette notion d'électron qui gravite, je pourrais pas venir vous dire fièrement, ok, l'électron est là, et c'est sûr que, quels que soient les mouvements qu'il fait, je sais que j'ai 100% de chance de le trouver là. Non, en fait. On est en physique quantique. On n'est pas dans la certitude absolue de la physique newtonienne. Donc, je ne vais pas parler de la localisation absolument sûre de l'électron, je vais parler de la localisation probable de l'électron. Et donc, je ne vais pas déterminer une zone dans l'espace où je suis sûr à 100% de trouver mon électron. Je vais déterminer une zone dans l'espace où je suis sûr à 95%, ou à 95% pour saluer nos amis belges, de probabilité de trouver l'électron dans cet espace. Donc en d'autres termes, l'électron bouge, il gravite, et si je m'amuse à prendre en photo à chaque instant l'électron, là je le prends, là je le prends, là je le prends, là je le prends, et là, et là, et là, et là, et là,
je fais un ensemble de clichés avec plein de petits points, et je m'amuse à recouper toutes ces images entre elles, et au fait je vois qu'il va y avoir une zone de très forte densité qui ne regroupera pas 100% de la position de l'électron, encore une fois, mais qui en regroupera 95%, qui regroupera sa position 95% du temps. Et donc cette zone dans l'espace va être définie comme étant l'orbital atomique. L'orbital atomique, qu'est-ce que c'est? L'orbital atomique, c'est une zone de l'espace où la probabilité de trouver un électron est de 95%. Ou dans certaines facs, on dit la probabilité est maximale. Mais bon, ça veut dire 95%. Bon, bref. Donc en vérité, les orbitales atomiques, quand vous allez voir vos cours, vous allez voir qu'ils vont avoir des formes un peu rondes, des formes un peu genre comme des sabliers. Il y en a qui vont ressembler à des disques, des fois ça part en freestyle, ça a des formes un peu rigolotes. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que ce n'est pas moi, être humain, qui ai fait cette forme et puis j'oblige l'électron à rentrer dedans. C'est l'électron qui s'amuse à bouger à droite à gauche et à force de créer, à force de bouger et d'être présent dans plusieurs endroits, il va délimiter par lui-même, par ses mouvements, cette orbitale atomique. Donc c'est pas j'ai l'orbital atomique et j'oblige mon électron à rester dedans, c'est l'électron qui circule librement et je délimite une zone. C'est comme si par exemple vous regardez sur, je sais pas comment ça s'appelle, enfin il y a ça sur Google Photos, je sais pas s'il y a ça sur Apple Photos ou autre, mais quand vous allez des fois dans Photos, vous pouvez voir sur la zone du monde les points rouges où vous avez pris des photos. Donc c'est pas Google qui vous a obligé à rester dans ces endroits-là, c'est vous qui avez pris des photos à cet endroit-là, et ça apparaît comme étant ces orbitales où on a quand même de très grandes chances de vous trouver parce que c'est surtout là où vous prenez vos photos. Rien ne vous empêche demain d'aller prendre un vol pour aller, je sais pas moi, en Irlande ou à l'autre bout du monde et prendre des photos là-bas. Mais, dans les faits, vous avez 95% de chances d'être présent ici. Et donc même si vous voyez des formes un peu rigolotes en mode ah lol ça ressemble à un disque, ça ressemble à un sablier, des trucs comme ça, c'est les mouvements de l'électron qui vont définir cet espace. Ok, on vient de parler de l'orbital atomique, tout va bien, mais au fait je viens juste de la définir. Je lui ai donné une définition avec des mots, mais je ne lui ai pas donné de caractérisation en termes chimiques, en termes scientifiques. On est en passe au fait, ou en as d'ailleurs, ou peut-être dans d'autres études, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en chimie qui écoutent, si c'est le cas, coucou. Mais il faut réussir à déterminer cette orbitale atomique. Je vous ai dit, on n'est plus en physique newtonienne où tout va bien, j'ai 3 dimensions de l'espace, x, y, z. On rentre en physique quantique. Et donc je vais laisser un peu de côté ces dimensions, même si de toute façon on va les revoir juste après, mais pour essayer de comprendre où je vais trouver cette orbitale atomique, elle aura quelle forme, elle aura quelle taille, elle aura quelle disposition, elle aura quelle orientation, etc. etc. On va parler des nombres quantiques. Dans la physique newtonienne, on va parler de x, y, z, longueur, largeur, hauteur. Dans la physique quantique, on va parler des nombres quantiques, et on va parler des nombres quantiques. Donc le nombre quantique principal, n, le nombre quantique secondaire, L, et le nombre quantique magnétique, M. Alors, je me rends compte que dire N, L et M devant le micro, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Enfin bon, c'est pas moi qui ai donné les noms, hein, mais ça risque de se confondre. Donc, on va prendre... allez, j'espère que vous avez déjà vu Death Note. Donc, le nombre quantique principal, N, comme Near. Le nombre quantique secondaire, L, comme Low Light ou comme Light. Et le nombre quantique magnétique, M, comme Mélo. Ou comme magnétique d'ailleurs, c'est encore plus logique. Et donc, ces 3 différents nombres quantiques permettent de me donner une idée de où, comment je vais trouver mon orbital atomique, elle aura quelle taille, elle aura quelle forme, elle aura quelle orientation. Bon, ça risque d'être un peu galère de parler comme ça de façon un peu trop abstraite de où est-ce que je vais trouver mes orbitales atomiques, où est-ce que je vais trouver mes électrons. Donc, on va donner un exemple. Partons du principe que les électrons, ce soient des êtres humains. Allez, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Trouver exactement où se situent mes électrons dans un cortège électronique au sein d'un atome, ce serait l'équivalent de dire « Hey, je vais essayer de trouver où se cachent mes êtres humains dans un immeuble, et les êtres humains sont cachés dans des chambres. » Donc en vérité, trouver les orbitales atomiques dans l'atome, c'est trouver les chambres dans le bâtiment. Et trouver les électrons contenus dans ces orbitales atomiques, ça veut dire trouver les gens, les personnes, allongées sur le lit. On est devant le bâtiment. Quelle est la première chose que j'essaie de voir? Quelle est la première interrogation?
Ok, il faut trouver c'est quoi la chambre, il faut trouver où est-ce qu'elle se situe, etc. Mais déjà, il faut que je sache, je suis à quel étage. Et donc, vu que c'est ma première préoccupation, eh bien, je vous le donne dans le mille. Première carte Pokémon. Le premier nombre quantique, donc le nombre quantique principal, le nombre n, comme Nier, ou comme Narvalo, je sais pas, c'est le nombre quantique. Donc le principal, c'est le numéro de l'étage. Étage 1, étage 2, étage 3. Et donc en vérité, ce nombre quantique principal, il va définir quelque chose pour l'orbital atomique, parce que sinon on n'en parlerait pas. Il va définir la couche électronique où se situe l'orbital atomique. La couche électronique, c'est l'étage énergétique où se situent mes électrons. L'étage 1, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4, l'étage 5. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas d'électrons qui habitent au rez-de-chaussée. Commencez pas à me dire, ouais, mais l'étage moins 1 parce qu'il est parti sortir les poubelles. Non, ça commence à l'étage 1. Parce qu'au rez-de-chaussée, vous savez, il y a très souvent le gardien ou la gardienne de l'immeuble. Et bien là, le gardien ou la gardienne de l'immeuble, c'est qui? C'est les protons. C'est le noyau. Donc, au rez-de-chaussée, j'ai mes protons. Donc, hors de question de mettre des électrons là-dessus. Mes électrons commencent à habiter à partir du premier étage. Puis du deuxième, du troisième, du quatrième, etc. On va réfléchir 2 secondes là-dessus. Quand on parle du fait que les électrons gravitent autour du noyau, patati patata, et les interactions électrostatiques, on est assez d'accord pour dire que parce que le plus attire le moins, les électrons peuvent graviter autour du noyau. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes l'électron qui habite à l'étage 1, et imaginez-vous que vous êtes l'électron qui habite à l'étage 5. À l'étage 1, vous êtes vraiment à côté de la gardienne, vous êtes à côté du noyau, et donc vous êtes à côté de cette charge qui vous attire. Vous avez donc quelque chose qui vous lie au cœur de l'atome, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que votre pote qui habite au 5e ou au 6e étage. Donc en vérité, l'énergie avec laquelle vous êtes, entre guillemets, lié à l'atome, lié au noyau de l'atome plus exactement, c'est ce qu'on va appeler une énergie de liaison. Et cette énergie de liaison, c'est assez facile à comprendre que, en valeur absolue du moins, elle est très importante au premier étage, elle est un peu moins au deuxième, encore moins au troisième, encore moins au quatrième, etc., etc. Donc en vérité, la valeur absolue de l'énergie de liaison diminue au fur et à mesure que mon nombre d'étages, que mon nombre quantique principal n augmente. Petit disclaimer, pourquoi je parle de valeur absolue? Pour une raison de signe, on rajoute un moins parce que c'est... Enfin bon bref, c'est des conventions. La valeur numérique, plus l'étage augmente, et bien plus cette valeur va augmenter. Parce qu'il y a le petit signe moins. Mais en valeur absolue, c'est le premier étage qui est plus important que le deuxième, qui est plus important que le troisième, qui est plus important que le quatrième. Mais si vous prenez la valeur numérique, étant donné qu'il y a un petit moins partout, ben vous inversez tout, et le premier a une valeur, entre guillemets, qui est plus basse numériquement, mais qui est plus importante d'un point de vue intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, le plus et le moins, ça veut juste dire, d'un point de vue thermodynamique, est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il cède l'énergie? Mais bon, l'énergie est là, quoi. Donc c'est juste des conventions. Si vous voyez moins 50 euros sur votre compte bancaire ou plus 3 euros, l'opération la plus importante, c'était celle à 50 euros, même s'il y a le signe moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste des conventions de mettre plus ou de mettre moins. Ce qui compte, c'est la somme investie. Donc là, ce qui compte, c'est l'énergie en valeur absolue. Donc l'énergie en valeur absolue, cette énergie de liaison en valeur absolue, plus j'augmente d'étage, plus je m'éloigne de mon noyau, et donc plus mon interaction avec le noyau est faible, et donc plus mon énergie de liaison est faible. Ça, par exemple, ce sera très intéressant à garder en tête quand on va parler en biophysique de interaction particules-matière, etc., etc., parce qu'il faut comprendre que les différents électrons sont situés sur des étages énergétiques, et c'est le fait de passer d'un étage à l'autre qui fait que je vais libérer l'électron Auger, le photon luminescent, etc., etc. Mais pour revenir à ce qu'on disait plus tôt sur les nombres quantiques et sur l'orbital atomique, qu'est-ce que m'apporte concrètement comme information le nombre quantique principal? Eh bien, tenez-vous bien, le nombre quantique principal me permet de définir le volume de l'orbital atomique. Et donc je vous le donne en mille, plus n augmente, plus le volume de l'orbital atomique augmente. Donc pour une orbitale atomique présente au niveau de l'étage 1, si je prends, entre guillemets, son corollaire, sa copine de l'étage 2 ou de l'étage 3, eh bien plus je monte dans les étages, plus je vais avoir un volume important. On avance un peu. Quelles sont les valeurs que peuvent prendre n? Vu qu'on parle d'un étage où je peux commencer à habiter à partir de l'étage 1, l'étage 0 ça n'existe pas, c'est le rez-de-chaussée. Enfin, à moins que vous preniez les vieux ascenseurs qui vous disent étage 0, mais concrètement, vous commencez à habiter à partir du premier étage, puisqu'encore une fois, le rez-de-chaussée est réservé pour le noyau, vous pouvez habiter à l'étage 1, à l'étage 2, à l'étage 3, à l'étage 4, bon bref. Premièrement,
Le nombre quantique principal n est un entier. Vous n'allez pas habiter à l'étage 1,38. Donc c'est un entier qui est forcément positif, vous allez pas habiter dans le sous-sol, et qui est non nul, parce que le rez-de-chaussée, encore une fois, est réservé. Donc n est donc un entier non nul, donc n est supérieur ou égal à 1. Donc n peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois qu'on va parler d'un certain étage, eh bien on va lui donner un petit nom. Donc l'étage 1, on va l'appeler la couche K, l'étage 2, on va l'appeler la couche L, puis au troisième étage, c'est M, etc., etc. Bon, après, il faut juste connaître son alphabet, après le K, donc K, L, M, N, O, bon, bref. C'est pas non plus délirant. Donc, il y aura des noms pour les étages en fonction de la valeur de mon nombre quantique principal. Le nombre quantique principal, c'est compris, super, on passe à la suite. Je vous avais dit, moi j'ai besoin de déterminer, de définir mon orbital atomique où je trouve mes électrons. Je connais l'étage. Fine. C'est quoi la prochaine étape? J'ai besoin de savoir il est dans quel appartement l'électron. Et là vous allez me poser la question, oui, il y a combien d'appartements par étage? Parce qu'il y a certains appartements qui prennent tout l'étage, dans certains immeubles il y a 2 appartements par étage, des fois il y en a 3, des fois il y en a 4, des fois il y en a 5, bon bref. Comment on fait pour savoir? Eh bien là je vais dégainer de ma poche le deuxième nombre quantique. Nombre quantique secondaire. On a vu le principal, on voit le secondaire. Bon, c'est un peu logique que secondaire vient en deuxième. Bon, bref. Le nombre quantique secondaire, il va définir la forme de l'orbital atomique. Donc, le nombre quantique principal, n, va définir le volume de cet orbital, et le nombre quantique secondaire va déterminer la forme. C'est peut-être un peu abstrait, on va revenir là-dessus juste après. On revient sur mon bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie le nombre quantique secondaire? Le nombre quantique secondaire, c'est savoir, je parle de quel appartement. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas répondu à la question, j'ai combien d'appartements par étage? Eh bien, tenez-vous bien, je n'ai pas le même nombre d'appartements en fonction de l'étage où je me trouve. Quel que soit l'étage où je suis, je n'aurai pas le même nombre d'appartements que l'étage d'en dessous et que l'étage d'au-dessus. Et donc maintenant, question à 1 million d'euros, comment on fait pour savoir j'ai combien d'appartements? Eh bien, on sort cette formule, L, qui est, on le rappelle, le nombre quantique secondaire, qui est encore une fois un entier, parce que le nombre d'appartements est strictement entier, enfin, est un entier. Il n'y a pas un appartement et demi, encore une fois, c'est comme l'étage, il n'y a pas un étage et demi. Donc L, nombre quantique secondaire, est un entier, et cet entier peut prendre, tenez-vous bien, toutes les valeurs entières comprises entre 0 compris et n-1 compris. Donc en vérité, à chaque fois que je suis à un étage, je m'amuse à appliquer cette petite formule sortie du chapeau, et je vois j'ai combien de valeurs possibles de L. Donc on ne confond pas le nombre de valeurs possibles pour L, c'est-à-dire le nombre d'appartements, et chaque valeur de L, qui là pour le coup représente chaque appartement. On va donner un exemple concret. Le premier étage, n égale 1, ok, tout va bien dans ma vie, n égale 1, et L, nombre quantique secondaire, peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et n-1. J'applique la formule, 0 et n-1, comme n égale 1, ça veut dire que c'est compris entre 0 et 1-1. Ok, donc c'est compris entre 0 et 0. Bon, j'ai pas fait Polytechnique, mais je pense que le seul entier compris entre 0 et 0, c'est 0. Donc ça veut dire que L ne peut prendre qu'une seule valeur, il n'y aura qu'un seul appartement, et cette valeur c'est 0. Donc quand j'arrive au premier étage, je n'ai qu'un seul appartement, et devant l'appartement, il y a le numéro de l'appart, c'est l'appartement 0. On monte d'un étage, j'arrive au deuxième étage. Deuxième étage, n égale 2, c'est la couche L pour la petite histoire, bon bref. n égale 2, question, combien de valeurs possibles pour L? Rebelote, je sors ma formule. L peut prendre toutes les valeurs entières comprises entre 0 et n-1. N est égal à 2, donc L peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 2-1, donc entre 0 et 1. Encore une fois, j'ai pas fait Polytechnique, mais toutes les valeurs entières comprises entre 0 et 1, c'est 0 et 1. Donc il y a 2 valeurs. Donc au deuxième étage, je vais avoir 2 appartements. Et l'appartement de gauche s'appellera l'appartement 0, et l'appartement de droite s'appellera l'appartement 1. On monte encore dans l'étage. J'arrive au troisième étage, n égale 3. On rappelle encore la formule, toutes les valeurs comprises entre 0 et n-1. N est égal à 3, donc toutes les valeurs comprises entre 0 et 3-1, donc entre 0 et 2. Quelles sont les valeurs entières comprises entre 0 et 2? 0, 1 et 2.
J'ai vraiment l'impression d'être sur Dora l'exploratrice. Mais vu qu'il y a 0, 1 et 2, il y a 3 valeurs. Donc au troisième étage, j'ai 3 appartements. Bon, peut-être que vous avez vu un peu où je veux en venir. Au troisième étage, j'ai 3 appartes. Au deuxième étage, j'ai 2 appartes. Au premier étage, j'ai 1 appart. Spoil, hein. Au quatrième étage, j'ai 4 appartes. Au cinquième étage, j'ai 5 appartes. Vous comprenez assez vite que, puisque L est compris entre 0 et n-1, ben à chaque fois que n fait plus 1, l'ensemble des valeurs possibles par L ben fait plus 1 aussi. Donc, c'est quand même assez facile, et bon, franchement, il faut le remarquer quand ça marche aussi facilement. Le nombre de valeurs possibles de L est tout simplement égal à la couche où il se trouve. Je suis présent au cinquième étage, Michel. Ben, j'ai 5 appartes. Je suis présent au premier étage. Ben, il n'y a qu'une seule possibilité. Et donc, les appartements seront les appartements 0, ou 0 et 1, ou 0 et 1 et 2, ou 0 et 1 et 2 et 3. Bon, on a donné des petits noms pour 1, 2, 3 pour la couche principale, pour le nombre quantique principal. On rappelle, hein, quand on est à l'étage 1, n égale 1, c'est la couche K, n égale 2, c'est la couche L, n égale 3, c'est la couche M, n égale 4, c'est la couche N, etc. etc. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on fasse des jaloux. On va lui donner également des petits noms pour les valeurs de L. Donc, quand L est égal à 0, on va parler de type S. L est égal à 1, type P, comme Patrick. L égale à 2, type D, comme David. L égale à 3, type F, comme j'allais dire comme faute en n'importe quoi, comme feu, bon bref. Donc, en vérité, quand vous arrivez à l'étage 1, vous allez voir le nom de l'appartement qui s'appellera l'appartement S. Quel est le nom de cet appartement? Ben, c'est le 1S. Bah oui, vous donnez le nom de l'étage, enfin le numéro de l'étage, pardon, et vous rajoutez le nom de l'appart. Je monte d'un étage. Ben, au deuxième étage, j'ai 2 appartements. J'ai le S, L égale 0, et j'ai le P, L égale 1. Donc j'ai les appartements 2S et 2P. Au troisième étage, ben, encore une fois, il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude. J'ai les appartements donc 3S, 3P. Et c'est combien déjà quand L égale 2? Quand L égale 2, j'ai le type D. Ben, j'ai 3D. Je monte encore un étage. Ben, au niveau du quatrième étage, j'ai l'appartement 4S, 4P, 4D et 4F. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, quand je vous avais dit qu'on allait revenir plus tard sur cette notion de forme, vous en faites pas, j'ai pas oublié, le volume de l'orbital atomique, c'est donc le volume de la chambre, la forme de l'orbital atomique, c'est donc la forme de la chambre. Donc en réalité, quand je pars et je fais à l'appartement 1S et à l'appartement 2S, 3S, 4S, je fais exprès de prendre S parce que c'est la plus petite valeur du nombre quantique secondaire L, et je suis sûr d'avoir le S à tous les étages. Mais en vérité, je vais toujours avoir une sous-couche S, et l'orbital atomique contenu dans cette sous-couche, en d'autres termes, la chambre à coucher qui contient le lit contenu dans cet appartement, aura toujours la même forme, ce sera toujours la même, la même chambre, la même forme de chambre, donc je sais pas, le bureau est par là, le lit est par là, le truc est par là, mais je n'aurai pas le même volume. Donc, si je fais toc-toc au premier étage, au deuxième, au troisième, au quatrième, et je pars toujours visiter l'appartement S, j'aurai toujours un appartement qui aura une chambre, une case quantique ou une orbitale atomique, c'est kiff-kiff, qui aura toujours la même forme, pour un L constant. Mais plus je monte dans les étages, plus la chambre sera grande. On se rappelle, l'orbital atomique, ce n'est pas l'étage et ce n'est pas l'appartement, c'est le lit. En d'autres termes, c'est la chambre à coucher. Donc, j'ai défini l'étage, j'ai défini l'appartement, grand bien me fasse, mais je n'ai pas parlé de l'orbital atomique. Et l'orbital atomique, c'est la chambre qu'il y a dans l'appartement. Il y a au moins une chambre dans l'appartement, parce que sinon, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure ne sert à rien. Mais en vérité, comment je fais pour savoir il y a combien de chambres dans chaque appartement? On est reparti pour faire un petit tour des locataires. On part à l'appartement 1S. Je rentre et je vois qu'il y a un seul lit. Qui, encore une fois, même si c'est une chambre qui a la même forme que les étages du haut pour les appartements S, aura un volume qui sera plus faible. Je monte au deuxième étage, et j'arrive et je toque, par exemple, cette fois-ci au niveau de la 2P. Ben, je fais toc-toc, j'ouvre et je vois qu'il y a 3 chambres. Et dans chaque chambre, il y a un lit. Donc il y a 3 lits de place. Et quand je monte encore d'un étage, et je fais à l'appartement 3D, je vois que dans l'étage, enfin pardon, pas dans l'étage, dans l'appartement, il y a 5 chambres. Donc avec 5 lits de place. Etc., etc. Et donc là, vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, je suis en train de parler du 3e nombre quantique. On a vu le principal, on a vu le secondaire, on va voir le dernier, le nombre quantique magnétique. Tada, tada.
Le nombre quantique magnétique, c'est quoi? C'est le nombre quantique, le dernier qui arrive, au bout d'un moment, il y a 3 Pokémon, on a vu Carapuce, on a vu Salamèche, maintenant on va voir Bulbizarre. C'est le dernier Pokémon, donc, pardon, excuse-moi, c'est le dernier nombre quantique qui me permet de déterminer quoi? C'est pas le volume, c'était déjà vu par le nombre quantique principal, c'est pas la forme, c'était déjà vu par le nombre quantique secondaire, c'est l'orientation de mon orbital atomique. On va appliquer la notion d'orientation à ces chambres, donc à ces orbitales atomiques. Qu'est-ce que ça veut dire l'orientation d'orbital atomique? Bon, ça veut dire comment cet orbital atomique est orienté, mais pour reprendre mon exemple de l'appartement, chaque chambre va avoir une orientation particulière. Orientée plein sud, orientée, je sais pas, plein nord, plein ouest, je sais même pas si ça existe, vue sur la tour Eiffel, vue sur la cour, vue sur les poubelles, bon bref. L'orientation va faire que la chambre va être spéciale. Et donc, quand je rentre dans un appartement où j'ai 3 chambres, mais si je rentre dans un autre appartement où là, pour le coup, j'ai 5 appartements, les D, chaque chambre est différente de l'autre, chaque orbitale atomique est différente de l'autre, même si elles sont présentes sur le même étage, nombre quantique principal, même si elles sont présentes dans le même appartement, nombre quantique secondaire, mais elles sont différentes les unes des autres à cause de leur orientation. Et donc je serai dans des chambres différentes. Le nombre quantique magnétique M. Encore une fois, je vous le donne en mille, c'est un entier. Il n'y a pas de 1,5, il n'y a pas de 3,75, donc c'est un entier. Mais, cet entier peut être négatif. Ah, mais t'avais dit que c'était pas possible avant! Bah oui, c'était pas possible pour un étage. C'était pas possible non plus pour compter un nombre d'appartements. Je commence à compter à partir de 0. Je vais pas faire moins 1 appartement. Donc, pourquoi le nombre quantique magnétique peut être négatif? Eh bien parce qu'on parle d'orientation. Quand on parle d'orientation, l'angle, au bout d'un moment, tu peux aller de 0 à 180 ou de 0 à moins 180. Si vous vous rappelez un peu la trigonométrie, les angles négatifs, c'est pas le bout du monde. Donc, pour parler de nombre d'étages, toujours positif. Pour parler de nombre d'appartements par étage, toujours positif. Pour parler d'orientation, par contre, plein nord, plein sud, plein ouest, machin et tout, là, ça peut être positif et négatif. Donc, enfin, positif ou négatif. Donc, quels sont l'ensemble des valeurs que peuvent prendre M, le nombre quantique magnétique? Eh bien, je vous le donne en mille. M est compris entre moins L et plus L. Ok, bon, on va faire un peu des nœuds au cerveau, on y va. Des nœuds au cerveau, on y va. On prend l'exemple de étage 1. Étage 1, n égale 1. Combien y a-t-il de valeurs possibles pour L? L est compris entre 0 et 0, L égale à 0, L est égal à 0. Il n'y a qu'une seule valeur de L. Bien. Quelles sont les valeurs de M possibles? M est compris entre moins L et plus L, donc M est compris entre moins 0 et plus 0. Bon, sans suspense, M est égal à 0, et il n'y a qu'une seule valeur de M possible. Et comme il n'y a qu'une seule valeur de M possible, il n'y a qu'une seule case quantique. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule chambre à coucher, et il n'y a donc qu'un seul lit. Par contre, on reprend mes escaliers, je pars au 2e étage. Je m'amuse à faire toc-toc, et j'arrive cette fois-ci à l'appartement 2P, par exemple. À l'appartement 2P, n égale à 2, L est égal à 1, on se rappelle, c'est soit 0, soit 1, là c'est la grande valeur, L est égal à 1, et une fois que je rentre au niveau de la sous-couche de P, donc de l'appartement 2P, eh bien combien je vais trouver de chambres dans cet appartement? Rebelote, on ressort ma petite formule, M peut prendre toutes les valeurs entières comprises entre moins L et plus L. Or ici, L est égal à 1, donc M est un entier compris entre moins 1 et 1, quelles sont les valeurs que peuvent prendre M? M peut être égal à moins 1, peut être égal à 0, peut être égal à 1. 1, 2, 3, ça fait 3 valeurs. Et donc, dans l'appartement 2P, quand je fais et que j'ouvre la porte, eh bien, il y a 3 chambres à coucher. Donc, il y a 3 lits dans cet appartement. Il y a donc 3 cases quantiques contenues dans cette sous-couche. Et je vous le donne en mille, chaque case quantique, c'est une orbitale atomique. On a enfin trouvé la réponse à la question qu'on s'était demandé plus tôt. On cherche les orbitales atomiques. Quand je vous dis orbitale atomique ou quand je vous dis case quantique, c'est kiff-kiff. Donc, j'ouvre la porte de ma chambre cette fois-ci, et là, c'est bon, fin du suspense. J'ai trouvé l'étage, j'ai trouvé l'appartement, j'ai trouvé la chambre dans l'appartement. C'est bon, j'ai trouvé mon orbitale atomique. Elle est pas belle la vie, franchement? Alors la vie est belle, mais on peut décider d'aller plus loin. On a trouvé mon orbital atomique. J'ai trouvé mon lit. Mon orbital atomique, c'est ma case quantique, c'est la même chose. J'ai donc trouvé l'endroit où je peux avoir mes électrons. Mais bon, on va dire que je suis pas content et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai trouvé les coordonnées de mon lit. J'ai trouvé les coordonnées de mon orbital atomique. Mais j'ai envie de m'intéresser plus exactement à l'électron.
et pas juste à l'orbital atomique. Et donc je vais sortir un quatrième Pokémon surprise, surprise, Pikachu, c'est le nombre de spins. C'est quoi le nombre de spins? Eh bien laisse-moi finir d'abord. Quand tu rentres dans la chambre et que tu vois le lit de place, en vérité il y a 3 possibilités. Soit le lit est vide, donc l'orbital atomique est vide, soit le lit est à moitié rempli, donc il y a quelqu'un d'allongé sur le lit, et donc on parle d'une orbitale atomique qui est semi-remplie, ou d'une case quantique qui est semi-remplie, ou remplie à moitié, enfin bon bref. Soit le lit est, entre guillemets, plein, c'est-à-dire qu'il y a les 2 personnes qui sont mises sur le lit, il n'y a pas de place en plus. Oui, mais des fois on peut se mettre à 3 si on se pousse. Bon, on va pas commencer à faire chier, là on part du principe que le lit ne peut pas accueillir plus de 2 personnes, pour les besoins du narrateur. Donc, soit le lit est vide, orbital atomique vide, soit le lit a une personne, il y a un électron, soit le lit a 2 personnes, il y a 2 électrons. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'une fois que j'ai trouvé mes coordonnées de l'orbital atomique, eh bien, surprise, surprise, dans chaque orbital atomique, je peux accueillir jusqu'à 2 électrons. Donc vous, par exemple, si ce soir vous allez dormir ou si vous êtes en train d'écouter ce vocal dans votre lit et vous avez un grand lit, eh bien, ça veut dire que vous avez la possibilité, si vous êtes seul dans votre lit, d'ailleurs, c'est pas dit, mais bon, bref, vous avez la possibilité d'accueillir quelqu'un d'autre. Une orbitale atomique, c'est kiff-kiff. L'électron peut très bien être célibataire dans cette case quantique, et il n'y a pas de problème, tout comme il a la place pour pouvoir accueillir un deuxième électron. Le nombre de spins, c'est quoi? Le nombre de spins, c'est les coordonnées exactes, pas de trouver la chambre, de trouver l'électron. Et donc, j'ai envie de savoir si je suis à gauche ou si je suis à droite. Bon, pour cet exemple, on part du principe que même si vous êtes tout seul dans le lit, vous ne mettez pas au milieu. Vous vous mettez quand même soit à gauche, soit à droite, et du coup, vous laissez l'autre moitié vide. Mais donc, du coup, le nombre de spins, pour rester dans la métaphore du bâtiment, de l'étage, de l'appartement et de la chambre, c'est juste, est-ce que je suis à droite ou est-ce que je suis à gauche? Donc, en faisant une ligne comme ça médiane au beau milieu du lit, est-ce que je suis plus vers la droite ou plus vers la gauche? Est-ce que je suis en positif ou en négatif? Eh bien, c'est tout simplement ça, les nombres de spins. Les nombres de spins, je vous rassure, il n'y a pas de formule chelou, c'est compris entre moins m et plus l, machin et tout. Non. Les nombres de spins, il n'y a que 2 valeurs, tout le temps. C'est le plus facile, franchement. Le nombre de spins, c'est soit plus 1,5, soit moins 1,5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, lol. Non, plus sérieusement. Plus 1,5, c'est quoi? C'est le nombre de spins que possède l'électron qui remplit la case quantique en premier. Admettons que, je sais pas, vous avez envie de vous mettre à gauche sur le lit et c'est vraiment la gauche qui est le meilleur côté pour le lit, si la première personne arrive devant le lit, elle prend la meilleure place, elle se met à gauche. Nombre de spins plus 1,5. Et s'il y a un deuxième électron qui vient, eh bien cet électron va se mettre à droite, parce que c'est la seule place qui reste, et il prendra donc le deuxième choix, et ce nombre de spins sera de moins 1,5. Enfin bon, je parle de s'allonger sur un lit, vous doutez que les électrons ne s'allongent pas sur un lit. Le nombre de spins, pour être exact, il va déterminer le mouvement de rotation. Parce qu'en vérité, chaque électron va être animé d'un mouvement de rotation sur lui-même. Donc les électrons bougent comme ça à droite à gauche, et ils bougent sur eux-mêmes. Un petit peu comme la Terre, quoi. Non, c'est exactement comme la Terre, putain, j'avais pas pensé avant. Donc la Terre va graviter autour du Soleil en suivant, donc on va dire, l'équivalent du nombre quantique principal, etc., etc. Et la Terre tourne la Terre tourne également autour d'elle-même. Donc l'électron, c'est un peu la même chose. Je viens vraiment d'y penser, j'avais pas fait le rapprochement avant. L'électron va graviter autour du noyau et l'électron gravite, est en rotation autour de lui-même. Et en fonction du sens de cette rotation, eh bien, on va associer un moment magnétique. Et ce moment magnétique, à ne surtout pas confondre avec le nombre quantique magnétique qui détermine l'orientation de l'orbital atomique. Là, c'est le moment magnétique intrinsèque à l'électron. On parle pas de la chambre, on parle de vraiment soi-même. Et donc, cette caractéristique intrinsèque de l'électron, cette propriété intrinsèque de l'électron, c'est tout simplement le nombre de spins, qui peut prendre des valeurs de plus 1,5, moins 1,5. Donc si jamais je reprends ce que je disais depuis tout à l'heure, les 4 nombres quantiques, on a les 3 principaux, on a les 3 dont on a parlé plus tôt, N, L et M, l'étage, l'appartement et la chambre. Ça me permet de déterminer respectivement d'abord ma couche, puis ma sous-couche, puis j'arrive enfin à ma chambre, donc l'orbital atomique. Et le nombre de spins me permet, d'avoir une caractérisation de l'électron. Peut-être que vous vous posez la question, vu que celui qui me permet de caractériser la chambre, c'est l'orientation, donc c'est le moment magnétique, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de N et de L? Vous vous doutez bien que si je vous dis, voilà c'est quelle chambre, mais je ne vous dis pas c'est dans quel appartement, et je ne vous dis pas c'est dans quel étage, vous ne la trouvez pas. Donc en vérité, c'est pas juste M. C'est M qui vient grâce à L et qui vient lui-même grâce à N. Donc en vérité, j'ai besoin de ces 3 informations pour pouvoir trouver l'orbital atomique. Si vous me donnez juste le N ou juste le L ou juste le M,
ben, j'aurai respectivement juste le volume, ou juste la forme de l'orbital atomique, ou juste en orientation. Mais j'ai besoin d'avoir ces 3 informations pour savoir exactement où se situe mon orbital atomique, de quel orbital atomique je parle, et en plus, si je rajoute le quatrième nombre quantique, donc le nombre de spins, j'ai vraiment pour le coup la caractérisation complète de l'électron, donc je sais dans quel orbital, et je sais en plus si c'est celui qui est en haut ou c'est celui qui est en bas. Parce que moi je vous dis, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, en vérité quand vous représentez les électrons dans les orbitales atomiques, vous mettez un électron qui va en haut, un électron qui va en bas, celui qui va en haut c'est plus 1,5, celui qui va en bas c'est moins 1,5, et j'ai fait exprès de dire à gauche c'est le premier choix parce que vous le représentez d'abord à gauche puis à droite. Enfin bon, c'est le principe d'écrire français, on écrit de gauche à droite, ben, les flèches c'est un peu la même chose. Donc, quand je décide de représenter les orbitales atomiques, chaque orbital c'est une case. C'est pas une façon de parler, on fait vraiment une petite case, quoi, donc un petit carré, et on s'amuse à remplir comme ça les électrons. Comment qu'on fait pour remplir les électrons? Et là, on arrive à la vraie question. Comment je remplis mes orbitales atomiques? J'ai voulu faire tin, mais avec les doigts ça marche moins. Comment on fait pour remplir les orbitales atomiques? Encore une fois, quand il faut faire quelque chose, on a besoin d'avoir des règles, et ben ça n'a pas loupé, il y a des règles. Il y a 3 règles de remplissage. J'ai besoin de remplir mes orbitales atomiques en respectant ces 3 règles. Première règle, la règle d'exclusion, c'est plus un principe d'ailleurs, le principe d'exclusion de Pauli. Pauli, c'est le nom d'un scientifique. J'ai également une deuxième règle, c'est la règle de remplissage de façon générale, donc en gros par énergie croissante. Et enfin la dernière règle, c'est la règle de Hund, H-U-N-D. Donc ces 3 règles, Pauli, règle de remplissage et règle de Hund, ce sont les règles qui me permettent de comprendre comment je remplis mes électrons. Et donc ce remplissage d'électrons pour dire est-ce que d'abord je vais dans la 1S et puis une fois que j'ai fini la 1S, est-ce que je monte dans la 2S, puis après la 2P, etc. Ça va me donner tout simplement une forme de séquence, une forme d'ordre où je vais dire ben j'ai rempli ma 1S. T'as mis combien dans la 1S? Ah putain, je l'ai blindé, j'en ai mis 2. Ok, ben on va écrire 1S2. Et après j'ai rempli quoi? Juste après j'ai rempli ma 2S. Ah tu l'as rempli la 2S? Ouais, t'en as mis combien? J'en ai mis 2. On va écrire 2S2. Donc si je prends l'exemple de l'hélium, l'hélium a 2 électrons, les 2 électrons sont dans l'orbital 1S, et bien la configuration électronique de l'hélium, c'est quoi? C'est 1S2. Point. La configuration électronique de l'hydrogène, ben c'est un électron en moins, ben c'est 1S1. Donc en vérité, les configurations électroniques, c'est pas des trucs à rallonge, 1S2, 2S2, 2P6, 3, c'est pas toujours très grand. Si vous prenez un petit élément, bah, la configuration électronique est petite. Si vous prenez un atome qui a énormément d'électrons, là il va falloir un grand plan pour savoir où est-ce que vous avez mis tous les électrons. Parce qu'enfin bon, c'est facile à comprendre qu'un milliardaire aura beaucoup plus de comptes, beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus d'endroits où placer son argent que quelqu'un qui a un total de 10 euros en poche, quoi. Donc nécessairement, plus vous avez d'électrons, plus vous avez une configuration électronique qui s'allonge. Et cette configuration électronique, c'est quoi? C'est juste cet ensemble de chiffres et de lettres, bienvenue sur France 3, où on se retrouve à dire comme ça 1S2, 2S2, 2P6. Et donc en vérité, on donne le nom de l'appart, et on dit, pour chaque appart, il est rempli à combien? Qu'on soit d'accord, on ne va pas le remplir au-delà de la capacité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas remplir un appartement au-delà de la capacité maximale que peut accueillir chacune des orbitales atomiques qui le composent. En d'autres termes, si l'appartement possède 1, 2, 3 chambres, je pourrais accueillir au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends un autre exemple qui peut avoir 5 chambres, ben dans cet appartement de 5 chambres, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le petit chiffre qu'il y a écrit en haut, c'est tout simplement le nombre de personnes que j'ai réussi à remplacer dans mon appartement, toujours en respectant le fait qu'on ne va pas dépasser 2 personnes dans le lit. Hein. On n'est pas des sagouins. Donc, la configuration électronique permet de représenter non seulement quelles sont les différentes orbitales atomiques, plus exactement, quelles sont les différentes sous-couches qui sont remplies, parce qu'on ne voit pas les chambres, on voit juste l'appartement en entier. Donc 1S2, 2S2, 2P2. Et on va noter à chaque fois le nombre de personnes qu'il y a dans l'appartement. La règle absolue veut qu'on finit d'abord de remplir l'appartement 1 avant de remplir l'appartement 2, puis avant de remplir l'appartement 3, etc., etc.
Donc vous n'allez pas m'écrire des appartements qui sont bof, genre pas trop remplis, et puis d'un coup vous passez au 8e étage. Non, encore une fois, il faut respecter les règles. Et ces règles-là, comme je viens de vous le dire, ce sont les règles de poli, l'exclusion, les règles de remplissage sur les niveaux d'énergie, et les règles de Hund sur, on va dire, le remplissage de façon générale au sein même d'une sous-couche. Alors, on est aux alentours de 40 minutes, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de l'atomistique, donc atomistique partie 2, où on va continuer à préciser du coup les règles dont on vient de parler. On va parler également des électrons de cœur, des électrons de valence, on va parler aussi du tableau périodique des éléments, de la classification périodique, des familles, des colonnes, on va parler des halogènes, on va parler d'électronégativité et de rayons d'ionisation, et on va essayer de faire en sorte que le deuxième épisode ne dépasse pas trop non plus la durée optimale d'un podcast, on va dire. C'est donc la fin de cet épisode sur l'atomistique partie 1. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et activer la petite cloche. Je déteste dire cette phrase, ça fait tellement cliché et en même temps, genre, si vous activez la cloche, vous avez vraiment la petite notification quand je mets la vidéo. Donc bon, enfin la vidéo, l'épisode. Voilà, voilou, ceci marque donc la fin de cet épisode 2 de Pasta Passe en chimie sur l'atomistique, première partie. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. Encore une fois, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce vocal. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. On se retrouve pour le 3e épisode de Pasta Passe en chimie où on va parler du coup de la 2e partie de l'atomistique. Et en attendant, et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!